Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour chers auditeurs, j'espère que votre été s'est bien passé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devrait plaire à nombreux et nombreuses d'entre vous. On va parler de mode éthique et essayer de lever un peu le voile sur un bon nombre de questions qui vous taraudent peut-être vous aussi. Et pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Clément Molavé, fondateur de la marque de vêtements Opal. Bonjour Clément, comment vas-tu ? Hello Célia, super et toi ? Ça va très bien, merci Clément. Pour faire une brève présentation de ta marque, et puis je te laisserai la présenter plus en détail juste après. Opal, c'est une marque de vêtements fabriquée à partir d'à peu près 85% de matières recyclées, si je ne dis pas de bêtises, fondée entre 2016 et 2017 et dont le siège social se trouve à Biarritz. Et l'autre point positif de ta marque, du coup, Clément, c'est que, toujours dans le but de s'inscrire dans une démarche éco-responsable, les vêtements sont produits en France et au Portugal uniquement. Alors, j'ai des milliards de questions à te poser parce que ça faisait un bon moment que j'essayais de faire intervenir une marque éthique française sur le podcast, qui n'est pas évident. Du coup, je préfère prévenir nos auditeurs, cet épisode devrait durer un peu plus de 10 minutes. Je sais qu'en ce moment, j'ai tendance à dépasser les 10 minutes que je m'étais fixées de base en lançant les épisodes Action. Mais je pense que quand il s'agit de ce genre de sujet, c'est important de creuser un peu plus. Alors Clément, moi, j'aimerais d'abord savoir quel a été le déclencheur, ce qui t'a donné envie de lancer Opal. Et puis, tu peux nous refaire peut-être une présentation d'Opal. Ouais, ça roule. Bon, t'as bien résumé, hein. En effet, donc il y a un gros enjeu sur les matières. Donc on travaille beaucoup avec les matières recyclées, les matières naturelles locales comme le lin. Évidemment, on essaie de produire dans un rayon donc de 1000 km autour de Biarritz pour limiter les transports et avoir le plus bel impact sur les écosystèmes locaux. Ça, c'est un peu la face visible de l'iceberg parce que derrière, en fait, on explose vraiment toute la chaîne de valeur d'un produit. Et on travaille aussi sur le transport, sur le packaging, sur le stockage, sur la communication, donc pas de pub, etc. On essaie vraiment d'avoir une approche holistique la plus belle possible. Je sais pas jusqu'où tu veux que j'aille dans la présentation de Opal. Écoute, les informations que tu penses qui sont nécessaires à connaître. Ouais. Bon voilà, donc une marque donc engagée, radicale dans l'approche et après en termes de vêtements, on s'adresse aux hommes, aux femmes, on a des vêtements relativement lifestyle, même si on couvre aussi quelques pratiques sportives comme la course, le yoga, etc. Et on vend uniquement en ligne parce qu'on avait une boutique à Biarritz mais qui vient de fermer le temps d'en ouvrir une autre. Donc pour l'instant, on est une marque uniquement web. Ok. C'est quoi pour le côté un peu plus entrepreneuriat, c'est quoi la première étape quand tu lances une marque de vêtements, en plus éthique, ça a été quoi la première étape pour toi ? Alors, première étape, bon, là, évidemment, tu es obligé de jouer sur plusieurs plans. Il y a un sujet produit, parce que il faut développer un produit. Donc, quand tu as des grandes exigences d'un point de vue social et environnemental, il faut trouver des partenaires. Faut avoir un produit qui soit qualitatif et qui réponde donc à toutes tes exigences. Et d'autant plus quand quand tu essayes d'être strict sur des enjeux sociaux et environnementaux, ça peut être assez compliqué parce qu'il n'y a pas forcément tous les partenaires que tu souhaites au départ. Donc, il y a un gros enjeu produit. Et après, il y a un enjeu communauté et client pour trouver les premières personnes qui vont fonder ta communauté. Il y a un effort de communication et de bien détailler toute la démarche. Donc ça, avec Opal, ça s'est fait de manière assez organique. Mais en gros, dès notre création, donc on s'est lancé en 2017, on a fait un gros effort de transparence, puisqu'en gros, on est parti du principe qu'on créait Opal avec de bonnes intentions et que du coup, on n'avait rien à cacher. Donc en gros, en même temps qu'on produisait et qu'on développait notre produit, on essayait de communiquer dessus et de regrouper des personnes autour du projet Opal et des valeurs qu'on souhaitait véhiculer à travers ce projet. Ok, en effet, je pense que la transparence, c'est essentiel aujourd'hui, encore plus, et puis surtout encore plus quand on est une marque éthique. Donc, sur ça, je pense que Opal est plutôt bien, fait bien son taf, on va dire. J'ai vu sur le site que Opal était une marque indépendante qui appartenait à ses clients. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça ? Ouais, alors je sais pas si c'est formulé comme ça sur le site, mais je pense que sur le site, on doit dire qu'on rend de compte qu'à nos clients et à la planète. Alors, Opal, en fait, c'est une marque, quand on dit que c'est une marque indépendante, c'est qu'il n'y a pas d'investisseurs.
Après, fondamentalement, c'est pas une marque qui appartient à ses clients, puisqu'en fait, ben, c'est une marque où moi, je suis le seul actionnaire. Mais on va dire, il y a pas d'autres personnes à la gouvernance de Opal. Donc, en Mhm. gros, d'un point de vue organisationnel, il y a que Opal, l'équipe Opal. Et comme on n'est pas financé par de tierces personnes, en gros, bah, il y a que les clients et l'équipe, en gros, qui font le succès de Opal. Donc, étant donné que sans clients, il n'y a pas de Opal, et ben on fait un gros travail de co-création, d'implication de communauté, on les sollicite, on fait un gros effort de transparence parce qu'on estime que, ben, étant donné que les clients nous confient leur argent pour développer des bons produits qui dégomment pas la planète, Mhm. ben, la moindre des choses, c'est de leur rendre des comptes. Donc en gros, on est une marque indépendante dans le sens où on ne rend de compte qu'à nos clients et à la planète parce que ben, les clients, ce sont ceux qui nous font vivre et la planète, ben, c'est celle à qui ben, celle envers qui on essaie d'être les plus respectueux Mhm. possible. Ok. J'ai vu aussi sur votre site que vous faites payer les retours clients pour protéger l'environnement. Alors, c'est-à-dire, mais c'est vrai que, Non, mais enfin, je pense avoir compris pourquoi, mais j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. ouais. Alors, en fait, avec Opal, on a lancé un magazine, enfin un magazine en ligne, un blog en fait, hein, tout simplement sur notre site, et on traite petit à petit de plus en plus de sujets. Donc déjà, on traite ce qu'on fait, on explique ce qu'on fait chez Opal, et en plus de ça, ben, ponctuellement, ça nous permet de mettre en contraste ce qu'on fait par rapport à d'autres enseignes, d'autres marques. Et en fait, on voit souvent que sur plein de sites, il y a écrit retour gratuit et tout ça. Mais en fait, enfin juste d'un point de vue lexical, c'est tout à fait faux. Il n'y a pas de retour gratuit, ça n'existe pas. Donc en Mhm. effet on va dire les retours ne sont pas facturés comme tels aux clients, mais pourquoi les retours gratuits n'existent pas, c'est qu'en fait un retour, ben, ça coûte, c'est de l'argent. Donc en fait, c'est juste que le prix du retour, que ce soit fait par un transporteur comme la Poste, etc., il est juste amorti sur le prix des produits. Un retour, c'est aussi hyper chronophage, ça prend du temps, il faut aller déposer le colis, il faut aller le chercher, etc. Et en fait, quand on fait un petit calcul, c'est hyper polluant. Parce Mm. qu'en gros, si jamais, je prends un exemple, tu achètes un produit A sur un site, tu te fais livrer le produit. Donc ça fait un trajet, on va dire. Mais si jamais il ne te va pas et que tu veux faire un échange, ben en fait, le produit retourne et tu as un autre produit qui revient. Donc en fait, d'un point de vue transport, il y a trois trajets au lieu de un. Donc en fait, on essaye d'expliquer à notre communauté que les retours gratuits, déjà, c'est faux. Et en plus de ça, un retour et un échange, c'est hyper polluant. Et ça, comment on annule? On en parle parce que c'est hyper facile à éviter. Il suffit juste de pas se tromper de taille. Et en Mhm. gros, bah, ou de bien choisir son produit, s'assurer qu'on en a réellement envie, réellement besoin, etc. Donc en gros, cet article, c'est plus pour faire un peu de pédagogie, de sensibilisation, en disant, mais attention, en fait, en ligne, c'est pas parce que c'est facile, c'est 3 clics, etc. Il faut avoir le même comportement qu'on a en boutique. Donc en fait, en boutique, on n'achète pas six tailles différentes pour les essayer et ensuite les renvoyer. Mhm. En fait, on essaye, on demande conseil à un vendeur s'il faut pour savoir s'il faut du S ou du M, et ensuite, ben voilà, c'est bon, il y a juste un trajet, quoi. Donc voilà, ça c'est plus pour se dire en fait qu'il y a plein de, je sais pas, il y a des comportements sur Internet qui sont différents de la réalité, et en fait, ces comportements, on a l'impression qu'ils sont gratuits et sans effet sur l'environnement, alors que c'est totalement faux, quoi. Mhm. Ok. Alors, concrètement, moi, j'aimerais bien savoir comment fonctionne la chaîne de production. D'où vient le textile qui est recyclé? Est-ce que lui aussi, il est systématiquement issu d'une production européenne à la base ou non, Ouais. pas forcément? Alors, hyper compliqué, parce que du coup, donc il y a chaque produit a une chaîne d'approvisionnement, comment dire, particulière, même si de temps en temps on arrive à faire des synergies. En gros, donc il y a deux types de gisements très différents. Il y a les gisements de matière pré-consommation, donc c'est des choses qui n'ont jamais été utilisées, donc c'est plutôt des chutes de production industrielle, etc. Là, on s'approvisionne surtout donc en Europe de l'Ouest, donc France, Espagne, Portugal, Italie. Et après, il y a des gisements donc post-consommation où là, c'est des choses qui ont déjà été utilisées. Donc, typiquement, c'est plutôt des anciens vêtements, des bouteilles plastiques, des filets de pêche recyclés, etc. Pour les anciens vêtements, on bosse beaucoup avec des gisements qui proviennent de France, d'Espagne. Pour tout ce qui est bouteilles plastiques, on bosse essentiellement avec le nord de l'Italie, donc autour de Turin. Et pour ce qui est chute de prod, on va dire de manière générale, ça peut être Europe, mais on essaie de vraiment de pas sortir de l'Europe sur les matières. Et ensuite, pour tout ce qui est tissage, et donc là, on va dire on a une matière. Ensuite, il faut faire un fil. Donc tout ce qui est filature, là aussi, c'est fait en Europe de l'Ouest. Et pour le tissage, donc pour transformer ces fils en tissu, là, on bosse beaucoup avec la France. On est prêt à, je crois, 90% de nos fils et tissus sont faits en France. Et enfin, pour la confection, donc là, on transforme le tissu en un vêtement. Là, on travaille avec France essentiellement et Portugal pas mal aussi. Voilà, là, c'est l'enjeu. On essaie de vraiment de rester dans un rayon de 1000 km autour de Biarritz. Donc, en gros, on essaye, même pour les matières, pour la fabrication et tout, de vraiment de rester le plus près possible de Biarritz avec
logique que plus c'est proche, moins de transport, et plus c'est proche, plus on entretient des écosystèmes locaux et vertueux, quoi. OK. Alors je pense qu'on a tous envie de te poser la question. Je vais parler au nom de nos auditeurs, mais moi j'aimerais vraiment savoir pourquoi ça coûte si cher de s'habiller plus éthique, plus éco-responsable? Ok, tu vois, par rapport à ce que je viens de t'expliquer là, tu vois, il y a une histoire de matière. Ouais. Les matières recyclées, on a l'impression que c'est des matières gratuites qui sont disponibles dans la nature, mais en fait c'est faux parce qu'il faut les identifier, il faut les collecter, il faut les trier, il faut les nettoyer. Donc déjà tout ça se fait par des gens. Ces gens-là, il faut les rémunérer. Et quand on travaille en Europe, notamment en Europe de l'Ouest, en France, en Espagne, au Portugal, voilà, ça a un coût, c'est normal, mais du coup c'est chouette parce qu'on paye des gens à dépolluer la nature. Et ensuite, voilà, pareil, sur la filature, le tissage, la confection, voilà, quand on travaille avec des ateliers français, on paye une main-d'œuvre et un savoir-faire français. Donc, inévitablement, si on compare le coût de confection d'un t-shirt fabriqué en France au coût de confection d'un t-shirt fabriqué au Bangladesh ou ailleurs dans le monde, c'est sûr que tout de suite, ça crée une petite différence. Donc, en fait, ça coûte cher, mais c'est pas, ça coûte cher en comparaison au prix Oui. des enseignes auxquelles on est habitué, tu vois. Ouais, c'est ça. Et le truc sur le prix, il y a un petit enjeu, tu sais, c'est le prix d'usage. C'est se dire, en fait, s'il y a un t-shirt que je paye 20 euros dans une enseigne de fast fashion, j'en sais rien, que je porte 4 fois parce qu'en fait, après, il est défoncé, en gros, ça m'a coûté 5 euros chaque utilisation, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, un t-shirt que, je sais pas, qui me coûte 50 euros, mais que je porte 50 fois, parce que du coup, il est qualitatif, je peux le laver, il bouge pas, il perd pas sa couleur et tout ça. En fait, l'utilisation, elle me coûte 1 euro. Et du coup, tu vois, il y a toujours différentes manières d'appréhender le prix, quoi. Mmh. Donc, oui, c'est sûr que la valeur, enfin le prix frontal, en mode tu mets 2 t-shirts à côté, t'en as un de fast fashion à 15 balles et un d'une marque éthique fabriquée en France à 45 balles. Je comprends, ça fait tousser, tu vois. Tu te dis, ouah, pas plus. C'est hyper cher. Mais en fait, c'est juste qu'on compare deux produits qui n'ont pas du tout la même approche et qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs sociales et environnementales incrustées en eux, tu vois. Donc, Mmh. c'est juste visuellement, tu vois, deux t-shirts noirs, mais en fait, ils ont rien à voir. Et je me permets de rajouter un truc. Nous, on sait que nos produits, du coup, c'est pas qu'ils sont chers, mais c'est qu'en gros, ils sont pas forcément accessibles à tous. Ouais. Et aujourd'hui, donc, on relance une campagne démocratie, parce que chaque année, on fait une campagne démocratie. Démocratie, c'est un t-shirt, où en gros, donc, c'est un t-shirt Opal, qui est recyclé, fabriqué en France, qu'on vend à 24 euros TTC, donc prix de vente client. Mmh. Et en fait, c'est un t-shirt un peu particulier où toute la chaîne de fabrication, donc ce que je te disais avant, donc tu vois, la matière, le fil, le tissu, la confection, Opal, le logisticien, le photographe, tout le monde travaille à prix coûtant pour en gros, au lieu de proposer un t-shirt à 45 euros, on en propose un à 24 pour permettre de rendre accessible la mode responsable et du coup pouvoir confronter un petit peu la fast fashion sur son terrain de prédilection qui est le prix, Mmh. quoi. Mmh. Voilà dans les OK. grandes lignes. OK. Écoute, super intéressant. Au niveau de la publicité, du coup, Ouais. comment vous faites? Parce que c'est compliqué. D'un côté, forcément avec Opal, tu vas prôner, la slow fashion, donc aussi le fait de moins acheter, moins consommer, mais d'un autre côté, tu restes un business. Ouais, Comment grave. tu fais? Ouais, hyper compliqué. En effet, donc, alors, ça, on joue sur plusieurs trucs. Donc, déjà, nous, on est vraiment très décomplexé par rapport à la croissance. Comme tu dis, ce qui nous intéresse, c'est d'être rentable. Donc, Mmh. c'est un des 3 piliers, tu vois, du développement durable. En effet, tu peux pas être à l'aise sur les sujets sociaux et environnementaux si tu n'es pas stable financièrement. D'autant plus quand tu veux être indépendant, comme on l'est, pour pouvoir prendre des décisions fortes d'un point de vue social et environnemental. Donc, il faut être fort économiquement, il faut être rentable. Nous, par rapport à ça, donc oui, il faut vendre. Donc déjà, on essaie de vendre des produits sur lesquels on n'a pas de doute, pas de regret, pas de remords. Tu vois ce que je veux dire? C'est on vend Mmh. pas des produits qui désinguent la planète. Donc on fait vraiment de notre mieux. On essaie d'être très 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 exigeant sur le développement produit pour avoir cette tranquillité d'esprit. Après, sur la pub, on fait pas de pub payante parce qu'en gros, comme je te disais tout à l'heure, on estime que les clients nous confient leur argent pour faire de bons vêtements, pas pour faire de la pub. Donc oui, évidemment, on fait de la communication, on fait du marketing, c'est-à-dire qu'on fait des shootings photos, on visite nos fabricants pour prendre des photos, on raconte des histoires un petit peu autour de nos produits, on a un site web, on a un Instagram, etc. Mais on a 0 € ne sont donnés à Instagram ou à Facebook pour essayer de booster les ventes. On a une approche organique et une approche plutôt de communication transparente. Donc le blog dont je te parlais au début Mmh. du podcast en fait partie. C'est juste en fait on explique ce qu'on fait et on se dit voilà, ce sera sûrement plus long que si on faisait de la pub, mais on compte sur le bouche à oreille, le fait que notre démarche elle se répande, quoi. OK. C'est quoi la prochaine étape, pour Opal? C'est quoi le prochain objectif?
Alors là, on s'appelle à un moment qui est assez fantastique. Non, mais c'est qu'il y a un gros repositionnement de marque qui est en cours chez Opal. En gros, donc, comme je te disais, on s'est lancé début 2017. Fin 2021, ça faisait 5 ans qu'on s'était lancé. Il y a eu 3 ans de rush, 2 ans de crise avec le Covid Ouais. et le Covid. On était à un endroit qui était très très agréable, mais c'était pas tout à fait là où on souhaitait être. Et en gros là, donc on a eu un repositionnement de marque, donc ça, il y a l'équipe qui a bien changé. On est en train de revoir donc le logo, la charte graphique et tout ça. Et d'un point de vue plus, je sais pas, façade, vitrine, il y a le message qu'on est en train d'affiner, de rendre encore plus précis, encore plus engagé. Il y a les produits, on est en train de faire un petit move vers un peu plus de fonctionnalité pour se rapprocher justement de l'usage de nos produits, des besoins de nos clients, etc. Et en plus de ça, comme je te disais aussi tout à l'heure, on déménage. Donc Mm. en gros, là, tu vois, en fin d'année, on a un peu un nouveau projet d'entreprise, nouveau projet de marque, une nouvelle équipe, des nouveaux bureaux. Donc en 2023, il y a pas mal de choses qui vont se passer, quoi. Ok, un vrai nouveau départ, quoi. Ouais, c'est un peu voilà l'étape 2 de Opal pour tout bien se professionnaliser et en fait être encore plus engagé et plus radicaux tout simplement, quoi. Mhm. Ok. Alors, il faut pas oublier évidemment que bah, si des entreprises comme la tienne sont créées, c'est parce qu'il y a de vrais enjeux écologiques, climatiques. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que toi, tu vis cette crise climatique planétaire. Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de tout ça? Waouh. Euh, alors C'était la ouais, question surprise. ouais, non mais hyper intéressant évidemment. Donc je te fais la réponse enfin perso et pro. Ouais. D'un point de vue perso, évidemment, j'oscille tout le temps avec donc des grands doutes. À la fois, je suis très optimiste et je me renseigne, je lis beaucoup et du coup ça force à beaucoup de pragmatisme. Donc c'est dur d'être optimiste Mmh. quand t'es face à tous ces constats-là. Ouais, c'est clair. Après, par contre, du coup, pour redynamiser un peu mon optimisme, ben ça réside dans l'action. Et là, ça passe par des rencontres avec des gens hyper inspirants qui ouvrent un peu l'esprit, des lectures, et notamment l'action à travers Opal. Et en tant que personne, en tant qu'individu, je trouve que c'est très dur d'avoir une équation parfaite. Et je trouve que c'est très subjectif, tu vois, de s'inscrire dans cette crise climatique globale. Évidemment, tu vois, je fais très attention à mes déplacements, à mon alimentation, à mon style de vie et compagnie. Mmh. Mais je trouve qu'en tant qu'individu, c'est très très dur d'être parfait et ça peut vite bloquer l'esprit. Je pense qu'il faut surtout pas tomber dans l'immobilisme, plutôt Mmh. se tourner vers l'action. Et du coup, une grande partie de mon action personnelle se tourne vers Opal, puisque c'est Opal Bien sûr. qui occupe une bonne partie de mes journées. Et avec Opal, on essaye justement, tu vois, d'encadrer un maximum le projet pour avoir une entreprise la plus belle, la plus parfaite possible et qui puisse répondre du mieux possible d'un point de vue social et environnemental aux enjeux de notre époque, puisqu'à date, pour moi, c'est impossible de consacrer du temps à autre chose qu'essayer d'amoindrir ces impacts, Mmh. de les enjoliver, tu vois, tout ça, quoi. Ouais, OK. Voilà un peu le mix pro-perso, quoi. OK, très intéressant. Bah, du coup, si on a un truc à retenir, c'est il faut passer à l'action, pas rester là à rien faire ou à se dire: «De toute façon, c'est fichu, one life quoi, on profite». C'est plutôt on essaie de passer à l'action et puis tu parlais du fait de vouloir être parfait, mais en fait, il y a pas besoin d'être parfait. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, on a un impact sur notre environnement, ce qui est pas grave parce que notre planète, elle est faite d'une manière où elle est censée pouvoir, amoindrir cet impact. En revanche, en effet, ce qui est important, c'est que tout le monde fasse quelque chose de son côté, quoi. Si tout le monde passe un peu à l'action, en changeant, des choses dans sa vie quotidienne, ça aura déjà, on aura déjà de beaux résultats, je pense. Ah oui, oui. Hem, Après, en effet, des fois, il y a tu vois, la transition, elle est plus longue que prévu parfois. Il y a certaines personnes qui ont bien besoin sûr. d'un temps tu vois, enfin, faut absorber l'information, faut la Mmh. digérer, faut la maturer, faut être capable de prendre conscience de certaines choses. Donc, c'est très, très dur aussi tu peux pas, il y a certains processus que tu as du mal à accélérer si ce n'est par de la communication, du partage. Mmh. Et ce qu'on essaie de faire aussi avec Opal, c'est de montrer qu'une autre voie est possible. Mmh Et mh. dire, regardez, justement, tu me posais des questions de rentabilité, de pas de pub, de tout ça. Mmh. En fait, c'est de regarder, on peut aussi avoir une équipe, une entreprise qui a un très très faible impact sur l'environnement en étant rentable et on a vraiment pas besoin de dégommer la planète, quoi. Ouais, Et ouais. tout le monde est plus content comme ça, quoi. Clément, on arrive à la fin de cet épisode et je est-ce que toi, de ton côté, tu as un message que tu souhaiterais, faire passer à nos auditeurs? Eh ben, yes, je vais rebondir sur ce qu'on disait un peu juste avant. Je pense que donc faut pas être figé dans l'immobilisme. Donc plutôt se tourner vers l'action. Là aussi, pas de stress. Je dirais dans un premier temps, c'est bien se renseigner,
éplucher un peu toutes les voies possibles, les alternatives possibles, et sélectionner celles qui sont les plus à même de vous donner envie de vous impliquer. Et toujours dans le doute entre deux actions A et B, lorsqu'on peut se tourner vers la plus engagée, la plus radicale. Ok. Petit bonus pour nos auditeurs, est-ce que Opal recrute? Ah purée, et là, alors malheureusement, on a pas mal recruté là ces 2 derniers mois. Ah Il y bon. avait 4 postes ouverts, mais là, du coup, on a fini le recrutement, donc je pense pas avant au moins quelques mois. Ok, bon écoute, j'aime bien toujours poser la question, si jamais certains de nos auditeurs voudraient travailler dans une entreprise à impact. Bien sûr, Voilà. après, il y a toujours, les candidatures spontanées sont ouvertes, mais c'est vrai qu'on les regarde très rarement, et tant qu'on n'a pas vraiment besoin d'un poste, c'est assez délicat, quoi, quand même. Bien sûr, je comprends. Ok, écoute, merci beaucoup Clément d'avoir accepté de venir sur le podcast. Merci, Et puis Célia. je te dis à très vite. À très vite, ciao. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.